Acteur dans la série Plus belle la vie, mais il s'excuse, il a eu un empêchement pour raison professionnelle et il a promis de revenir très très bientôt sur Boumedia. Donc Gérard, aujourd'hui on va parler de toi, de l'OM actuel, de l'OM ancien, et on va démarrer cette émission par un hommage à Pape Diouf. Et ça fait un an aujourd'hui qu'il nous a quittés. Pape Diouf que tu as bien connu. Oui, que j'ai connu quand il était journaliste, pigiste à la Marseillaise, dans les années 80. Et moi, j'étais jeune entraîneur du centre de formation et on se rencontrait l'après-midi au stade de Luvonne, où les jeunes en apprentissage travaillaient. Et là, on passait des après-midi à discuter de foot parce que c'était un passionné de foot, un passionné de tactique, un passionné des choses du football, des vraies choses de terrain. Et on avait des échanges très très longs. Et puis après, au fil du temps, nos carrières se sont développées. Mais c'est quelqu'un avec qui on avait grand plaisir à passer un moment parce qu'il avait l'écoute et il respectait les gens avec qui il échangeait. Tu ne seras donc pas surpris qu'aujourd'hui, un an après sa disparition, beaucoup de témoignages de sympathie, des initiatives même pour que le métro, la station Rond-Point du Prado porte son nom, et beaucoup d'hommages de tout le milieu du football. Non, c'est que justice par rapport à sa valeur, par rapport à sa valeur humaine avant toute chose. Il considérait beaucoup les gens, je ne l'ai jamais vu prendre de haut quelqu'un. Donc il a le respect de Marseille et ça c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Donc voilà, aujourd'hui on a une pensée pour Pape Diouf, pour son fils Karim ainsi que toute sa famille, un an plus tard. Et comme on dit, il n'y a que ceux qu'on n'oublie pas qui ne meurent jamais. C'était important pour moi d'en parler parce que j'ai eu la chance de le côtoyer, et on l'a reçu ici à la place où tu es assis, et il avait été notre premier invité quand on a lancé cette aventure à l'époque l'émission s'appelait Parlons Ballon, mais bon c'était le début de Boumedia, et on est vraiment très touché, on pense à lui. Alors Gérard, on va parler de toi, de ta carrière, de l'OM actuel. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'Olympique de Marseille, au niveau de la direction, au niveau de l'entraîneur. Ton avis là-dessus? Il y a eu des changements parce que la situation le nécessitait, quoi. Parce que visiblement le projet allait dans le mur, parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'espoir. Il y avait surtout ce phénomène d'excitation, d'énervement et de violence de la part des supporters qui faisait qu'il n'y avait aucune issue possible si ce n'est ce changement de projet sportif. Et donc il y a eu changement de projet, c'est clair. Il y a une page qui s'est tournée, il y en a une nouvelle qui s'ouvre avec de nouvelles personnes, de nouvelles ambitions, avec un nouveau projet qui, j'espère, mènera Marseille tout en haut. Mais c'est un moment important pour le club et c'était, par rapport à la situation, absolument nécessaire. Pour toi, c'était... Vous savez, quand il y a un divorce avec les supporters aussi profond, quand ça atteint le vestiaire, quand ça atteint le groupe, quand vous avez un entraîneur qui s'en va en courte saison volontairement, ça veut dire que rien ne fonctionne, que rien ne va et qu'on ne peut pas redresser la situation, à part, si vous voulez, un changement radical de méthode. Et bon, la direction, ça on comprend, on peut comprendre, puisqu'il y avait un mécontentement des supporters, mais le coach André Villas-Boas, il était apprécié par les supporters, et en un an et demi, il avait quand même des résultats qui étaient convenables, on va dire. Oui, mais il a dû se passer quelque chose que l'on ne sait pas au niveau des rapports qu'il pouvait lui avoir avec sa direction, puis après des rapports qu'il a pu peut-être avoir avec les joueurs aussi, qui se sont un petit peu détériorés par rapport à la saison dernière, où là c'était la grande euphorie, où les joueurs avaient demandé à ce qu'il reste alors que lui souhaitait partir.
tout ça, ça a mis certainement un climat qui l'a mis dans une situation où il ne s'est peut-être pas senti non plus de continuer et d'avoir les objectifs qu'il s'était fixés ou qu'on lui avait fixés. Donc à un certain moment, quand vous sentez que vous pouvez plus, eh bien vous dites je suis plus l'homme. Vous dites je suis plus l'homme de la situation, et puis vous partez, quoi. Est-ce que tu penses que l'an dernier, avec la crise sanitaire, puisque bon, en fait aussi malheureusement les 1 an de la crise sanitaire, cet arrêt prématuré du championnat, ça a été un peu l'arbre qui a caché la forêt? On s'est qualifié, on a fini 3e, oui, mais on était euphorique, mais finalement... Disons que c'est un exercice, un championnat pas terminé, quoi. Par contre, quand ils ont arrêté le championnat, l'équipe était 3e, quoi. Et donc, ou seconde. Donc ça veut dire qu'elle avait fait beaucoup de points. Ah, terminé 2e, pardon. Ouais. Elle avait fait beaucoup de points. Donc ça veut dire qu'il y avait eu un gros travail de fait, ça veut dire qu'il y avait eu une motivation exceptionnelle de la part des joueurs, ça veut dire que ça avait redonné espoir aux supporters marseillais, le stade était plein, tout le monde était content. Donc ça, c'est un fait, il y avait eu beaucoup de travail de fait. Après, les 10 derniers matchs dans une saison, on dit la ligne droite, mais ce sont toujours les matchs les plus difficiles à faire. Difficiles parce que vous sentez que l'objectif est possible, donc il y a une pression supplémentaire qui est mise forcément sur les résultats. Dès que vous perdez un match, vous savez, vous êtes à la lutte avec les autres, dès que vous perdez un match, ça devient dramatique. Donc il faut avoir beaucoup de sang-froid pour réussir ces 10 derniers matchs. Surtout qu'en Ligue 1, on a l'habitude de voir un Lyon qui, dans la dernière ligne droite... Oui, parce qu'ils sont expérimentés, parce que l'expérience joue beaucoup, les dirigeants ne s'affolent pas, la presse s'affole pas non plus. Donc Lyon reste dans un créneau on va dire, de pression acceptable. Mais quand vous n'êtes pas habitué, que cette pression devient trop difficile à accepter, bien souvent, dans les 10 derniers matchs, il y a le match manqué qui ensuite donne, suite à un mauvais match, et puis après, tout se dégrade. Donc, le championnat arrêté l'an passé, ça a été, à mon avis, un peu un avantage aussi pour cette jeune équipe inexpérimentée. Je pense qu'on se tutoie, Gérard. Oui, bien sûr. On se tutoie dans la vie, je te rassure. Tu penses que dans la dernière ligne droite, avec un Lyon qui a tendance à foncer, si l'OM avait terminé le championnat, ça aurait été compliqué de conserver cette seconde place? Ça aurait été difficile de l'avoir. Je ne dis pas impossible, hein, parce que l'équipe tournait bien aussi, parce qu'elle était efficace, avec peu de buts marqués, à engranger chaque fois 3 points, quoi. C'est une équipe qui ne prenait pas de but. Donc je crois que c'était pas impossible, mais ça aurait été vraiment la bagarre avec les équipes expérimentées. Alors, toi Gérard, et on va en parler tout à l'heure quand on va parler de l'époque où tu as été entraîneur de ce grand OM victorieux, comment tu expliques, toi qui es un entraîneur de renom, que certains ont du mal avec les égos dans les vestiaires? Je pense à Payet, Thauvin. Tout à l'heure, tu parlais des conflits avec des rapports qui sont détériorés avec Villas-Boas. Toi, à ton époque, tu as géré plus que des stars, je veux dire, les Carling Forster, les Jean-Pierre Papin, les Chris Waddle, les Enzo Francescoli, pour n'en citer que quelques-uns. Et même si tout restait, on va dire, ça sortait moins dans la presse que maintenant, comment tu expliques que ces entraîneurs olympiens, je parle, ils ont du mal avec ces joueurs, avec, on le dirait, un certain ego, mais qui n'arrive pas à la cheville, je veux dire que ce soit Payet, Thauvin, ça n'arrive pas à la cheville des joueurs que je viens de citer. Pour faire un parallèle entre le foot d'aujourd'hui et les gens qui composent le foot, c'est-à-dire les acteurs prioritaires que sont les joueurs, et la période qui était la mienne, les joueurs à ma période étaient des gens qui étaient des personnes qui aimaient profondément le foot, qui aimaient profondément gagner, et qui étaient suffisamment matures pour savoir que pour gagner, il fallait faire des efforts personnels. Et donc, pas attendre que les autres vous les fassent faire. J'avais moi, personnellement, pas grand-chose à leur demander sur le plan de la condition physique ou de l'hygiène de vie.
La seule chose que je leur demandais, c'était d'adhérer à un projet collectif pour arriver à un objectif qui était la gagne. Mais ils se prenaient quand même relativement en charge pour tout ce qui était discipline. Dans le groupe, dès qu'il y en a un qui faisait un petit écart, il y avait une reprise en main de la part des autres. Parce qu'il y avait cette expérience, ce professionnalisme. Tous les joueurs que j'avais, que tu viens de citer, Omar, c'était des joueurs qui étaient internationaux. C'est-à-dire que c'était des joueurs reconnus, des joueurs qui étaient grands, qui avaient un ego forcément surdimensionné parce qu'ils étaient médiatisés à cette époque-là aussi, mais qui savaient aussi que c'est en gagnant qu'ils allaient pouvoir continuer à évoluer au plus haut niveau. Donc ils ne se cachaient pas. Personne ne se cachait. Ils étaient plus pro à l'époque que maintenant. Ben, ils étaient plus pros. À Marseille, les conditions étaient différentes, quoi. À l'époque, je veux dire, on parle de l'époque où quand un joueur signait un contrat, il restait au club. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas un mercato tous les 6 mois. À l'époque, quand un joueur ne jouait pas, quand il était remplaçant, il venait me trouver, il me disait « Coach, je ne joue pas, je ne suis pas heureux, je suis malheureux, comme tous les joueurs qui ne jouent pas. » Là, c'était une longue discussion, et puis à la sortie, je lui disais « Écoute, fais ce qu'il faut, et moi je vais t'aider, et tu vas jouer. » Donc il y avait un échange qui était fait comme ça. Aujourd'hui, la même situation, c'est quoi? Coach, je ne joue pas, je suis malheureux. Bon, écoute-moi, fais des efforts. Non, coach, je crois que tous les deux, on ne s'entend pas. Donc, je vais demander à mon agent de me trouver un club. Vous voyez, c'est-à-dire comme dans un couple, en fait, Gérard. C'est-à-dire qu'avant, on essayait de rester, d'arranger, et maintenant, on divorce. Maintenant, on ne s'entend plus, donc il vaut mieux qu'elle se sépare. Donc, le rapport devient différent. L'exigence que tu peux avoir vis-à-vis d'un joueur, tu ne peux plus l'avoir. Et donc, ça, c'est difficile. Et deuxième chose aussi, c'est qu'à l'époque, j'étais pas seul, quoi. J'étais pas seul pour gérer tout ça, quoi. Il y avait Bernard Tapie, un président qui prenait la lumière, mais qui, devant lequel chaque joueur, y compris que ce soit les plus grands que tu as pu citer, devant chaque joueur, je peux te dire qu'il n'y a personne qui en menait large, quoi. Et puis Jean-Pierre Bernès, qui était le lien. Qu'on a reçu ici, Jean-Pierre. Qui était Jean-Pierre. En permanence au courant de tous les... avec qui je passais des heures entières à parler, à anticiper de tel ou tel problème que j'avais décelé parce qu'il y avait une attitude un peu difficile à comprendre. Je veux dire, l'abcès était crevé immédiatement, quoi. Tu avais, Gérard, aussi, je parle sous ton contrôle, puisque tu sais ça mieux quiconque. Tu avais peut-être aussi dans les vestiaires des joueurs relais, je pense à Jean-Pierre Papin, qui était un peu les yeux et les oreilles de Bernard Tapie à l'époque. Oui, mais Tapie savait tout. Tapie appelait l'entraîneur tous les soirs, l'entraîneur que j'étais, mais il appelait tous les joueurs pour savoir comment la journée s'était passée. Et puis après, il y avait un retour. Attention, voilà, on parlait. On échangeait. Bernard Tapie en pleine nuit. Le premier mois. Le deuxième mois, je lui ai dit. Non, il appelait à 1h du matin, quoi. Et donc, au bout d'un mois, je lui ai dit quand même, j'ai dit Bernard, toi, demain matin à 10h, tu dors encore, mais moi, à 8h, il faut que je sois frais, parce que je vais parler à un groupe de joueurs, et si je n'arrive pas à dire un mot devant l'autre, ils vont se dire, il y a un problème avec le coach, quoi. Donc, jusqu'à 10h, ça va, les discussions, mais après, j'ai besoin aussi de décompresser. Toujours été pro jusqu'au bout, Gérard Gilly, c'est pour ça qu'on l'a adoré et on l'adore encore. Alors, je fais la transition, Gérard, par rapport à ces nouvelles générations. Là, tu as dû voir comme moi que Lirola et notre ami Balerdi, nouvellement olympien, sont partis faire la bringue en pleine crise sanitaire en Espagne, à Badalone, donc dans la banlieue de Barcelone. Ils ont eu un jour de repos, mais au lieu de rester sagement chez eux, ils sont partis en Espagne en pleine crise. Tu en penses quoi? C'est pas professionnel du tout. Bon, ils se sont accordés j'en pense qu'il ne faut pas en faire un plat et qu'on n'est pas dans la situation qu'on est Neymar, par exemple, quand il s'en va 3 semaines au Brésil. Même en pleine crise sanitaire? Je pense qu'il doit faire un petit peu la fête aussi, quoi, mais on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas se faire attraper, quoi, c'est tout. Apparemment, ils étaient 40 dans une villa. Ouais, c'est pas bien. Le risque de contamination. C'est sûr que c'est pas bien. Bon, ils se sont excusés, le club les a sanctionnés.
Bon, je crois, bon, après, il faut clore le chapitre, on n'a pas la... Mais bon, c'est sûr que ça, c'est pas exemplaire. Enfin, et là, il ne s'agit pas que de faire la fête comme Ronaldinho le faisait très bien à l'époque. Moi, j'ai toujours dit, si le gars il fait la fête et que le lendemain il est bon sur le terrain, moi, ça ne me dérange pas. Alors là, c'est le supporter qui parle. Mais là, dans le Covid, oui, c'est un problème. Tu peux contaminer le vestiaire entier. Exactement. Et pas contre Dijon d'ailleurs. Exactement, et c'est pour ça que, je veux dire, ils n'ont pas été exemplaires là-dessus. Bon, après, on va pas... je veux dire, on va les laisser de côté pendant une semaine, le temps qu'on sache... On en a besoin. Oui, oui. Oui, ça, je reconnais que si je suis entraîneur de ces deux joueurs et que j'en ai besoin, c'est pénalisant, et à la limite, le monde des choses, c'est de les attraper, de leur dire que c'est complètement irresponsable par rapport au groupe, quoi. Alors, ton avis sur Sampaoli? Est-ce qu'il est un peu trop foufou? Est-ce que c'est lui. C'est ce qu'il faut? C'est lui, je veux dire, on sait on l'a déjà vu ailleurs comme ça, c'est-à-dire plein de dynamisme. Trop même des fois, non? Ben, s'il a des résultats, tout va passer, quoi. C'est-à-dire, comme était passée la période Bielsa, les 6 premiers mois. Alors, apparemment, c'est son modèle. Il est argentin, il décide souvent. Ouais, bon, il s'en inspire un peu, mais bon, personne ne peut être comme un autre, hein. Chacun a des diversités, un caractère différent, même s'il s'en rapproche. Là, il paraît très dynamique au bord du terrain, aux entraînements. Après, il faut être dans le vestiaire pour savoir les rapports individuels qu'il peut avoir. Peut-être que c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus... ça, il n'y a que les joueurs qui le savent. Est-ce que selon toi, de la même manière, je vais faire un petit parallèle avec Marcelo Bielsa, qui avait rendu bon, entre guillemets, Gignac, Morel, Mendy, à qui à l'époque tout le monde rigolait quand il avait dit à Mendy, tu seras un des meilleurs au monde à ton poste. Ouais. Est-ce que tu penses que Sampaoli, il peut relancer ou remotiver des gars, je vais encore parler d'eux parce que c'est quand même des cadres, comme Florian Thauvin ou Dimitri Payet, je ne sais pas si tu as vu, qui s'est bien affûté d'ailleurs. Oui, bon, je veux dire, c'est dommage qu'il ne se soit pas affûté avant, quoi. On a envie de lui dire. Il a fêté ses 34 ans. Voilà, on a envie de lui dire, puisque tu as réussi à le faire là, tu le faisais quelques mois avant, ça lui aurait évité beaucoup de critiques. Après, bon, la position de Sampaoli, elle est, si vous voulez, elle est à double face, quoi. C'est-à-dire, il vient à Marseille, il prend un groupe et il fait travailler ce groupe. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'être 5e, ou l'objectif principal, c'est déjà de préparer la saison prochaine. Si c'est être 5e, il prend un groupe qui va se bagarrer pour l'être, qui peut ne pas l'être. Si c'est pour la saison prochaine, il prend de l'avance sur les autres coachs. Parce qu'il va savoir et déterminer exactement les joueurs qu'il lui faut à chaque poste, les joueurs qu'il a envie de garder, les joueurs qu'il n'a pas envie de garder, et les joueurs qu'il a envie de recruter. Et ça, c'est un immense avantage de le faire avant la saison, parce qu'en général, on le fait pendant les stages d'été, où on est pressé, et c'est compliqué de monter une équipe. Là, il a le temps. Par contre, le premier objectif qui est de terminer 5e, Sampaoli aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut qu'il montre? Il montre aux gens, indépendamment des résultats, il montre aux gens la façon dont l'équipe va jouer. Montrer le schéma précis. On est fan de 3-5-2 apparemment. Montrer comment ça va se passer l'année prochaine. Et à ce moment, à partir du moment où on voit que l'entraîneur a une idée précise de la façon dont il veut faire jouer l'OM, les supporters peuvent comprendre qu'il y ait des résultats, des défaites, des trucs comme ça, en ce moment. Mais il faut que pour l'année prochaine, il montre comment va jouer l'équipe, les détails du schéma. Alors, il a quand même une difficulté, c'est qu'il arrive dans un effectif en cours de saison, avec des joueurs qu'il n'a pas choisis. Toi qui as été entraîneur, c'est quand même c'est compliqué. Oui, ça. mais il a l'excuse de ça aussi. Oui. Il a l'excuse de ça. Après, les joueurs qu'il n'a pas choisis et les joueurs qu'il y a à Marseille, très honnêtement, il y a beaucoup d'entraîneurs d'autres clubs de Ligue 1 qui aimeraient les avoir. Parce qu'il y a quand même un potentiel. Même si jusqu'à présent, le potentiel n'a pas été mis forcément en valeur,
qu'il y a eu des joueurs en forme, d'autres en méforme, qu'il n'y a pas eu cette osmose qu'on aurait souhaité voir. Mais il y a quand même, quand on prend poste par poste, il y a beaucoup, je ne parle pas des 3 premiers clubs du championnat. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir ce genre de joueurs. Avec un manque de banc, Gérard, quand même aussi un petit peu. Je pense, par exemple, au niveau des latéraux. Ouais, un manque de banc, mais vous savez, très honnêtement, quand un groupe se porte bien, quand un groupe gagne, il y a rarement de blessés, rarement de suspendus, parce que personne n'est en sur-régime. C'est quand on est en sur-régime, quand ça va mal, quand l'équipe est mal équilibrée, qu'on est obligé de faire des actes un peu inconsidérés, qu'on prend des cartons ou qu'on se blesse. Ouais. Et on va parler du nouveau président. Tu en penses quoi de Pablo Longoria, qui est tout jeune, qui a eu quand même un cursus intéressant. Il a 34 ans, il a été à Sassuolo, à la Juve. Il a réussi quand même à se débarrasser, entre guillemets, de gros salaires inutiles comme Strootman qui est prêté et Mitroglou qui a été transféré. Il a fait venir Lirola, il a fait venir Milic. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu le connaissais avant? Non, mais avant, il était recruteur, quoi. Aujourd'hui, il est président. C'est pas du tout la même fonction. Donc avant, il avait qu'à traiter le transfert, ce que lui disait le président de faire, et puis de le faire le mieux possible. Aujourd'hui, c'est lui, le président, lui qui doit définir la ligne directrice générale du club. Donc c'était vraiment un autre boulot. Et là, il est nouveau, quoi. Donc, tu penses que le costume est trop grand? Non, je pense que de dire quelque chose dans un sens ou dans l'autre, ça n'a aucun sens, quoi. L'important, c'est de le laisser œuvrer, travailler, et objectivement faire le bilan, quoi. Il y a tellement de choses dans le rôle de président à Marseille. C'est diriger le club, financièrement le diriger aussi, ensuite avoir le contact avec tous les supporters. Il faut qu'il rende tout le monde heureux. Est-ce que tu penses que, un peu à l'image de ce qu'était Sir Alex Ferguson à Manchester, est-ce qu'un rôle d'un peu de manager à l'anglaise, ça peut fonctionner à Marseille, ou tu penses qu'il doit y avoir vraiment chacun dans son registre ses compétences? À savoir un directeur. Est-ce que le président Longoria a besoin, selon toi, d'un directeur sportif, ou tu penses qu'il peut avoir les doubles casquettes, selon toi? Je pense que c'est compliqué d'être tout seul. Vous savez, dans l'histoire du foot, tous les clubs qui ont bien fonctionné, il y avait un triumvirat. Vous prenez à l'époque Rocher, Herbin, Garonner, à Bordeaux, Bèze, Kouékou, Jacquet, à Marseille, il y a eu Tapi, Bernès, Gilly, après Gotals. Il y a toujours 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Olas, Lacombe à Lyon. Voilà. Pourquoi 3 personnes? Parce que ça crée un foyer de discussion et de débat quand il y a un problème. Et que quand on est 3, bien, il y a toujours 2 contre 1, quoi. Pourtant, Gérard, on a eu Andoni Zubizarreta qui était quand même pas n'importe qui, donc ancien joueur international, directeur du centre de formation de Barcelone, et pourtant on a eu le sentiment qu'à Marseille, il n'a jamais trop trouvé sa place. Comment tu l'expliques? Il n'a pas trouvé sa place. Il y a 2 raisons. Soit on ne lui a pas donné, soit il n'a pas été capable de se la faire. Et donc, on peut être bon au centre de formation de Barcelone, et puis à Marseille, c'est un autre contexte. À Marseille, il était plus proche des pros. Bon, c'est vrai qu'il a été pour le moins discret, quoi. Bon, après, il a été. Est-ce qu'il n'a pas été court-circuité par Rudy Garcia, par exemple? Je pense notamment à des transferts comme celui de Pépé, que le problème, c'est là aussi. Que Zubizarreta voulait, mais que Garcia ne voulait pas. Le problème, là aussi, d'un président, c'est à un moment donné, quand il y a un directeur sportif et un entraîneur, à un moment donné, c'est d'arriver à ce qu'ils travaillent ensemble, quoi. C'est-à-dire leur donner un objectif commun sur lequel on peut être différent dans le caractère, dans l'approche des choses. C'est pas important si à un certain moment on a l'intelligence de se regrouper pour être efficace dans l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Mais toi qui as travaillé, que ce soit à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, parce que tu as une longue et brillante carrière, est-ce qu'il n'y en a pas un, à un moment donné, qui, entre guillemets, mange un peu les autres ou a plus de pouvoir? Non, il y en a un qui... Oui, mais il y en a un qui peut avoir
un peu plus de personnalité dans la prise de décision, en disant moi je veux ça. Ça ne veut pas dire que l'autre qui est plus discret n'aura pas son importance, parce qu'il peut dire, sans rentrer en conflit, il peut dire au coach, coach, réfléchissez un peu différemment, réfléchissez un peu différemment, il y a peut-être cette option ou cette option. C'est-à-dire amener à ce que les deux se complètent. Et ça, c'est le rôle du président. Moi, tu parlais, Omar, de mon cas personnel. Moi, quand j'ai quitté Marseille, avec le fonctionnement que j'avais depuis le début, c'est-à-dire Tapi, Bernès, quand je suis arrivé à Bordeaux, il y avait Claude Bèze, il y avait Gérard Gilly, et entre les deux, il y avait de temps en temps Didier Kouikou. Ça ne fonctionnait pas. Il me manquait quelqu'un, quoi. La troisième personne était un peu inopérante, et donc le triumvirat fonctionnait mal, quoi. Ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour ça que je dis, dans un club, vous ne pouvez pas être tout seul. C'est impossible. Il y a trop de choses à faire. Interview passionnante d'un grand monsieur du football français qui a marqué à jamais l'histoire de l'Olympique de Marseille. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Marseille en parle avec notre invité de la semaine, Gérard Gilly.
Avant, on enregistrait les émissions en fait. Et depuis 2 semaines, ça fait que 15 jours qu'on le fait en direct. Ouais. Deuxième partie de Marseille en parle avec notre invité de la semaine pour la 10e émission de Marseille en parle le Gérard Gilly. Alors Gérard, je rappelle que tu as été donc entraîneur bien sûr de l'Olympique de Marseille, que tu as été responsable du centre de formation pendant 8 ans, tu as été gardien de but de l'OM Angèle. Le football a beaucoup changé Gérard depuis tes débuts quand même. Le football a évolué sur le plan physique, donc ça va plus vite. Ce qui nécessite que techniquement les joueurs ont dû s'adapter aussi. Donc techniquement il faut être vraiment à l'aise, sans problème pour pouvoir exister. Et puis, mais sinon la passion est la même, les règles sont les mêmes, 11 contre 11, sauf pour le gardien de but où à l'époque on pouvait prendre le ballon à la main, avancer, mais sinon le football est toujours le même, c'est 11 contre 11, les règles sont les mêmes. Oui, parce qu'en plus tu as été gardien de but, donc ouais, tu sais, que j'en parle. Tu sais de quoi tu parles. Alors, pour les nouveaux, les petits jeunes qui nous écoutent, Gérard Gilly, c'est le dernier entraîneur de l'OM à avoir gagné la Coupe de France en 89. Quelle finale! 4-3 face à Monaco, avec oui, à l'époque... on venait d'être champion de France juste avant. Alors, avant l'émission, excuse-moi de te couper Gérard, parce que c'est vrai, il faut que nos auditeurs ils en profitent. Tu nous racontais ce fameux match du titre contre Paris, il faut que tu nous racontes là. Comme je parlais tout à l'heure des 10 derniers matchs, à cette époque-là, en fait, le titre se jouait contre l'adversaire direct que l'on avait. Moi, la première année, en 88-89, c'était Paris Saint-Germain. Et la deuxième année, en 90-91, ça a été Bordeaux. Et donc, on savait que le rendez-vous, c'était dans les 10 derniers matchs contre cette équipe-là, en match direct, quoi. Que en général, la différence se faisait. C'est une époque où, pour être champion, il fallait perdre maximum 3 matchs dans la saison, quoi. La victoire était à 3 points, il me semble. Ah, déjà. Donc il fallait perdre que 3 matchs dans la saison pour pouvoir prétendre au titre. Et donc la première année, l'adversaire direct c'était Paris Saint-Germain avec Suzik, avec Amara Simba, Joël Bass dans les bois. Oui, l'entraîneur c'était Tomislav Ivic. Et donc on est à Marseille, on est à la 93e minute, c'est le premier stade Vélodrome, il est plein, archi-comble. Et c'est la finale du championnat. 92e minute, Suzik met un ballon en profondeur pour Simba qui se présente seul devant Gaëtan Huard. Et là, je suis sur le banc, je me dis on a perdu, quoi. On a perdu le titre. Il y a 0-0 à ce moment-là. 0-0. Ouais. J'ai dit on a perdu le titre. Ce sont les arrêts de jeu. Et là, Gaëtan Huard nous sort une parade de notre monde. Le ballon est contré, repart au milieu du terrain. Il arrive sur Mérieux qui donne à Sauzet qui de 35 mètres trouve le petit filet de Joël Batz. Et moi du banc, je vois rien, je vois simplement le ballon partir comme une fusée, un véritable trait. Je le vois passer au milieu d'une 5-6 joueurs. Et avant que le ballon fasse bouger le filet, je vois le virage sud qui se lève d'un seul homme. Et tu as compris. Et j'ai compris que le ballon était, la trajectoire du ballon allait dans le but. Et on gagne 1-0. Et le stade, il explose. Là, le stade, je crois que le stade a dû monter de 10 mètres de haut. Je veux dire, et l'arbitre... C'était dans le tout premier stade, enfin tout premier, c'était l'ancien, tout rose là. Oui, il y avait quand même 42 000 parce qu'il était archi-comble. Et là, le stade monte au ciel, quoi. Et c'est encore ce souvenir-là, quoi. Les circonstances d'une victoire, ça tient à quoi? Un but de 35 mètres. Sauzet qui avait une frappe de mule, qui le prend un peu extérieur du pied, qui passe au milieu d'une grosse frappe, forêt de joueurs, qui va se loger dans le petit filet. Ça tient à 20 cm un titre. En fait, le tournant du match, c'est Huard qui fait la parade devant Simba, 0-0. Si Simba marque, c'est fini pour nous. Terminé. Il restait 1 minute à jouer. Et on n'est pas champion cette année-là. En plus, on revient de loin, Gérard, parce que je crois que si ma mémoire est bonne, en début de saison, tu remplaces Gérard Banide, il me semble. Au bout de la 2e journée. Voilà. Alors c'est marrant parce que je n'étais pas du tout prétendant au poste. Et le soir de la 2e journée, Marseille était allé à Lille.
Et moi, j'étais allé voir le Sporting Club de Toulon qui jouait en première division à cette époque-là. J'étais avec un copain et à la fin du match, ils annoncent le résultat, quoi. Marseille qui perd à Lille. Et là, à mon copain, j'ai dit putain, il va y avoir du changement, quoi. Tu savais pas que ça allait être toi le changement. Je savais pas du tout que ça allait me Ça, tomber c'est dessus, génial. quoi. Ouais. Et donc, et je suis rentré chez moi après le match et c'est le lendemain que les choses se sont accélérées, quoi. Alors, on va parler de ta carrière qui est, comme beaucoup de quadras comme moi, qui est inoubliable. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as eu quand même des joueurs mondiaux, internationaux sous tes ordres. Je pense à Karl-Heinz Forster, Klaus Allofs, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Enzo Francescoli. Il y a eu l'épisode Diego Maradona, à qui on a rendu hommage ici sur Move Media, qui devait venir à l'époque où tu étais entraîneur. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, je reçois un coup de téléphone de Tapi à la maison et il me dit, alors que l'équipe tournait bien, hein, l'équipe était bien en place. Je veux dire, pour l'entraîneur que j'étais, je ne dis pas que j'étais dans un certain confort, mais j'avais trouvé l'équipe, tout se passait bien. Et Tapi m'appelle et me dit, je t'ai trouvé un nouveau joueur. Dans mon esprit, quand il me dit ça, je commence à réfléchir, je me dis comment je vais réussir à lui dire qu'en fait je n'ai pas envie de son nouveau joueur. Mais toi tu croyais que c'était un joueur de Ligue 1, de D1, parce qu'à l'époque ça s'appelait la D1. Et oui. Je croyais que c'était un joueur ordinaire. Ouais. Et je me suis dit comment je vais lui annoncer qu'en fait l'équipe là tourne très bien, j'ai besoin de personne, quoi. Et qu'avec cette équipe là on peut viser à nouveau le titre. Et là il me dit c'est Diego Maradona. Alors là je me suis dit je ne peux pas dire à Tapi que je ne veux pas Diego Maradona, quoi, qui était à l'époque le meilleur joueur du monde. Et là, il me dit, voilà, on a la possibilité de le faire, et puis on va tout essayer. Après, les tractations qui ont pas abouti, j'ai été, si vous voulez, spectateur, mais pas du tout impliqué dans le mécanisme de discussion, de tractation avec Naples. Mais très honnêtement, je pensais dès le début que ça ne pouvait pas se faire. C'était compliqué, Maradona. Parce que Maradona appartenait à Naples. Si Maradona voulait venir, il fallait l'autorisation de Naples. Et Naples ne pouvait pas s'en défaire parce qu'ils auraient brûlé Naples, les supporters. Ouais, surtout que Naples, c'est comme Marseille niveau. Voilà, mais par passion. contre, ça a fait parler de Marseille pendant 15 jours, quoi. Il y avait toutes les télés du monde qui parlaient de Marseille. Et en fait, le but de Bernard Tapie avait réussi, quoi. C'était un buzz de l'époque. On parlait de Marseille, quoi. Mais est-ce que Diego Maradona voulait venir lui à l'OM Si, bon, d'après ce qu'on m'a dit, oui, parce qu'il avait déjà imposé certaines choses, une maison qui pouvait accueillir 80 personnes, des déplacements entre chez lui, le centre d'entraînement en hélicoptère, enfin, c'était un autre... C'est vrai qu'il avait demandé le brassard à l'époque? Non. Non, c'était bon. Non, mais il est arrivé avec un staff de 10 personnes autour de lui, quoi. Et là, ses médecins, ses physiothérapeutes, enfin tout le monde. C'était un autre monde, c'était pas ce que nous, on avait l'habitude de connaître. Bon, on n'a pas eu Maradona à l'OM, mais on a eu Enzo Francescoli. Mais mon plus grand regret, moi, en tant que supporter, c'est qu'il ait joué qu'un an. Il a joué un an parce qu'il n'a pas marqué de but contre Benfica. Alors juste pour ça. Dommage. Et il fallait un finisseur et c'est un joueur exceptionnel. Un joueur qui permettait à tous les autres joueurs de jouer. C'était, je l'appelais la goutte d'huile dans les rouages. Et puis il était beau à voir jouer. Il était beau, il était élégant et tous les ballons, les mauvais ballons qu'il recevait, il les rendait propres. Et donc, et lui aussi, bon, je veux dire, vous voyez, le haut niveau, c'est terrible parce qu'il a eu un rendez-vous, c'était contre Benfica. Ouais. Il avait été acheté pour ça, quoi. Parce que l'objectif de la saison, c'était de gagner la Coupe d'Europe en 90. Marseille, pour sa première apparition, l'objectif c'était de gagner la Coupe d'Europe. Et donc l'effectif avait été monté pour gagner la Coupe d'Europe. D'ailleurs, cette équipe de 90, je pense qu'elle était supérieure à celle de 93 qu'il a gagnée. Quand on voit les noms qu'il y avait, il n'y avait que les meilleurs joueurs. C'était extraordinaire. À tous les postes. Et s'il y avait eu le VAR à cette époque-là,
Je pense que la main de Bata aurait été refusée. Alors, on va en parler. Donc, on aurait été sur le Milan AC en finale. On est en 89-90. Donc, on est au stade de la Luz, à Benfica, en Portugal. L'OM perd 1-0 sur une main de Bata qu'il n'y a que l'arbitre qui n'avait pas vu. Un certain Marcel Van Langelov, qui était belge. Dont Eric Dimeco a dit, c'est Dimeco qui l'a dit, qu'il a été acheté par le Milan parce qu'ils avaient peur de jouer contre l'OM de ton époque, ton OM à toi. C'est Dimeco qui l'a dit officiellement. Oui, mais bon, Dimeco, il est Marseillais. Dimeco est Marseillais, donc il a les jades faciles. Mais ils avaient peur au Milan, Gérard, de ton équipe à l'époque. Ouais, je pense. Je pense qu'on était je pense qu'on était la seule équipe qui le craignait et qu'ils ont craint après aussi. Hein. Puisque quand ils ont joué à Marseille, ils ont perdu. Ils avaient peur de. Ils ont perdu en finale. Ouais. Le Milan craignait qu'une seule équipe, c'était l'OM. Mais quand on prend les joueurs qu'il y avait à chaque poste, c'était l'équivalent des joueurs qu'il y avait à Milan. Hein. Une équipe constituée de stars, quoi. Paolo Maldini disait qu'en club, son plus mauvais souvenir, c'était contre l'Olympique de Marseille. Ouais. Et il parlait de Chris Waddle, dont tu vas nous parler, puisque c'est évidemment un joueur qui a marqué l'OM et notre génération. Et il dit à chaque fois que j'avais Waddle sur le dos, on parle de Paolo Maldini quand même. Hein. Oui, mais il ne savait pas le prendre parce que Paolo Maldini voyait en face de lui un joueur qui était faux pied. Parce que bon, Chris Waddle, c'est une anecdote aussi. Hein. Pur gaucher. Quand on va l'acheter, maintenant, je suis en Tapi me fait voir la cassette de Waddle qui jouait à Tottenham. Et je vois Waddle jouer avant-centre, un peu voûté, un peu lourd. J'ai dit à Tapi, ça ne sert à rien, quoi. Je veux pas c'est pas le type d'avant-centre. Il t'emballait pas, Waddle. Non, il ne m'emballait pas. Donc, on va dire qu'on n'est pas d'accord avec Tapi. Et puis, mais Tapi le prend quand même. Tapi dit, je prends moi la responsabilité de le prendre. Si tu le prends, c'est président, prends ton joueur. Hein. Il a du flair hein, quand même. Comment ? Il avait du flair. Oui, mais le truc c'est que Waddle, quand il est arrivé à Marseille, je l'ai vu à l'entraînement et ça confirmait ce que j'avais vu. C'est-à-dire avant-centre, dans le championnat de France, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre ce mec quoi ? Comment on va l'utiliser ? Et c'est une discussion que j'ai un après-midi avec lui au stade Vélodrome, on est tous les deux, je le fais venir, j'ai dit, il y avait un tableau noir, j'ai dit, tu veux jouer où ? Tu parles anglais, Gérard ? Je parlais anglais marseillais. Ouais. Et là, je lui ai dit, mais c'est quoi ton poste ? Ton meilleur poste, c'est quoi ? Et là, il me montre côté droit, milieu droit, alors qu'il est gaucher. Ouais. Côté droit. Et parce qu'il est gaucher, mais il n'aime pas déborder, parce qu'il n'aime pas les coups. Donc, il n'aime pas ce côté-là. Mais côté droit, il aime parce qu'il est faux pied et il rentre. Et à partir du moment où il rentre, là, il a une qualité de passe qui est exceptionnelle. Et donc, je le fais démarrer là, quoi. C'est-à-dire, on l'a pris pour jouer un poste, mais il ne joue pas à ce poste. Puis il a souffert, Gérard, quand il arrive à Marseille, en 89. Ouais, il fait 40 degrés à Marseille, le mec qui vient d'Angleterre. À Lumini, on aurait dit un instincteur. Il était rouge, comme j'ai dit, il va mourir, quoi. Et il était en surpoids et 40 degrés à l'entraînement, je veux dire, il lui a fallu du temps pour digérer, mais il a été bien accepté par... Et à l'époque, il coûtait 45 millions de francs, ce qui est 8 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est que dalle. Ouais, c'est-à-dire que c'est 2 litres au glou. Mais à l'époque, c'était énorme. Il y a 30 ans, c'était de l'argent. C'était énorme, et d'ailleurs, les gens au début râlaient, disaient « Ah, il a coûté cher. » Ouais, c'était de l'argent. Et puis après... C'était de l'argent, et puis après, il s'est fait à ce poste-là, et puis il y a eu une bonne complémentarité avec Papin, parce qu'il a donné un nombre incalculable de ballons de but à Papin. Et puis voilà, il est devenu... et puis après, il faisait peur à tout le monde, quoi. Parce que c'était l'époque où on disait « Ouais, mais Waddle, il ne défend pas trop. » Il n'a pas besoin de défendre. Ben non, c'est pas son rôle. Parce que le gars qui était en face de lui, il n'attaquait pas beaucoup non plus, quoi. Il avait tellement peur de le laisser libre. Donc, vous voyez, la qualité et l'aura d'un joueur, quelquefois, ça fait déjouer l'adversaire aussi. Mais Gérard, dis-moi, Chris Waddle, il a traumatisé beaucoup de gardiens. Je pense à Joël Bass qu'il a lobé avec une talonnade. Il a des joueurs avec qui il joue au chat ou à la souris comme ça. C'était un joueur exceptionnel. C'était un joueur, quoi. C'était un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, un joueur qui maniait le ballon.
Ce qu'on manque aujourd'hui dans le foot moderne, c'est quoi? C'est ces genres de manières de ballon, quoi. On voit beaucoup de gens, le physique est là, ils courent beaucoup, ils courent très vite, mais dès qu'il faut faire un contrôle, ils en réussissent 1 sur 5. Quand il faut faire une passe à plus de 30 mètres, il n'y en a jamais une qui arrive. Alors que là, c'était vraiment des manières de ballon, quoi. À l'époque, pour faire venir Waddle, vous vous séparez de Klaus Allofs, l'Allemand, que tu as retrouvé à Bordeaux. Bordeaux. Que je retrouve à Bordeaux. Mais on s'en sépare à cette époque-là, alors que c'était un joueur extraordinaire. C'était bon, Allofs. Hein. Extraordinaire. Un des meilleurs qui soit passé à Marseille. Ouais. Et je pense que c'est lui qui a fait Papin. Parce qu'il a joué en tandem avec Papin. Et c'est lui, vous savez, quand Papin est arrivé, il faisait tout dans la précipitation. Et il se créait par ses déplacements un nombre incalculable de bonnes situations. Mais les occasions, il ne les convertissait pas parce qu'il y avait toujours le geste excessif, trop vite. D'où son surnom, j'en peux plus. Voilà. Et Klaus Allofs, qui était un grand monsieur, qui avait fait 4 Coupes du Monde, Ouais. quand même, plutôt qu'il aurait pu marquer 30 buts, Klaus Allofs, s'il avait joué pour lui. Il était altruiste. Mais il a décidé d'apprendre à Papin. Et quand vous apprenez un match, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le nombre de ballons qu'il a donné à Papin, le nombre de ballons de but qu'il a donné à Papin, il y en a énormément, mais le nombre de fois où, quand Papin était dans l'occasion, devait faire le geste final, Klaus Allofs lui disait coupe, coupe, c'est-à-dire coupe ton élan, ça y est, la différence tu l'as faite avec les défenseurs, il te reste maintenant plus qu'à la faire avec le gardien. Et là, à ce moment-là, c'est du sang-froid, quoi. Et Papin, petit à petit, a pu acquérir ces 2 rythmes-là, aller très vite pour faire la différence avec les défenseurs, et d'un seul coup, paf, devenir comme un serpent froid, quoi, devant le gardien pour l'ajuster. En fait, Papin, Gérard, il a été meilleur buteur parce qu'il avait aussi des mecs qui lui donnaient des caviars, comme Allofs et Waddle. Omar, à l'époque, la consigne collective, c'était l'équipe joue pour l'attaquant. La consigne, c'était on a la chance d'avoir un buteur exceptionnel, tous les autres jouent pour lui. Pour le truc. On joue pour le mettre, parce que ça nous fait gagner des matchs. À l'époque, donc je parle de cette saison 89-90, tu recrutes un défenseur rugueux, dont on a gardé un très bon souvenir, José Carlos Moser, que j'ai eu la chance de rencontrer et que j'embrasse, que j'en ai mis sur Facebook, qui va certainement voir l'émission. Et il vient de Benfica. Oui, on part avec Jean-Pierre Bernès voir un match. Et Tapi nous dit, on m'a signalé deux défenseurs centraux à Benfica. Et on va voir le Benfica-Porto, là, qui était le grand match au Portugal. Le classico portugais. Voilà. Et là, on regarde le match et au bout de 10 minutes, avec Jean-Pierre Bernès, on se regarde, on dit putain, c'est les deux qu'il faut prendre. Ricardo qui a signé à Paris après. Ricardo et Carlos Moser en défense centrale. Deux impassables, bons en tout, mais bon, on pouvait en prendre qu'un. Et là, dès la fin du match, on appelle Bernard Tapie, on lui dit il faut prendre Moser, mais de suite, quoi. C'est lui qu'il nous faut. Et à cette époque-là, la grande qualité aussi du club, de ce club-là, c'est que dès qu'une décision était prise sur le plan sportif, 48 heures après, Moser signait. C'est-à-dire on n'était pas là à tergiverser, à attendre, à aller voir à nouveau, regarder, tout ça. À partir du moment où une décision sportive était prise, c'était rapide. Et à l'époque, en plus, il y avait la loi où tu avais droit qu'à 3 étrangers. Et ben, il y avait déjà il y avait Waddle, Moser. Et après, bon, une fois, il y avait Francescoli. Et un joueur aussi qui était là sous tes ordres, c'était Pixi, Dragan Stajkovic, qui malheureusement a été souvent blessé. Un joueur phénoménal. Ouais, phénoménal, mais le grand regret, c'est qu'il est arrivé à Marseille, il était blessé, il avait un problème de cartilage au genou. C'est toi qui le recrutes aussi. Oui, mais parce que c'était un joueur énorme, un joueur international, capitaine de l'équipe de Yougoslavie, ouais. Énorme, créateur énorme. Enfin, tirait bien les coups francs aussi. Ouais, et puis tout, quoi. Ouais. Tout, charismatique, enfin, tout ce qu'il fallait, mais le problème, c'est que il est arrivé à Marseille blessé. Bon, on n'a pas forcément décelé la gravité de sa blessure. Donc il a commencé à s'entraîner. Et puis rapidement, l'entraînement, la blessure s'est ouverte. Et puis le cartilage, il avait un trou comme une pièce de 5 francs à l'époque dans le cartilage. Et c'était, dès qu'il faisait
un match, il lui fallait 3-4 jours d'arrêt complet, parce que son genou enflait et on ne pouvait rien faire, quoi. Et donc, il n'est pas resté longtemps, quoi. À l'époque, à Lyon, il n'y avait que des stars. C'était dur de faire jouer des petits jeunes. Bon, déjà, il n'y avait pas trop de centres de formation. Oui, mais il y avait pas 25 joueurs, quoi. Quand il y avait, on va dire, 15-16 stars, quoi. Après, le reste, c'était les jeunes du centre, mais que j'avais eu, moi, au centre de formation. Donc, j'ai fait monter avec moi quand je suis passé en pro. Et ces jeunes-là travaillaient tous les jours avec nous, quoi. Donc, ils ont progressé au niveau des grandes stars. Et puis, quand on en avait besoin pour une fin de match, quand on avait besoin éventuellement pour un match, il y avait ces jeunes-là qui étaient déjà imprégnés du parfum des grands champions, quoi. Alors, on ne peut pas parler de toi et de ton secteur, ton passage à l'Olympique de Marseille sans évoquer Bernard Tapie. Alors, comment ça se passait, toi, avec Bernard Tapie? On a souvent entendu que, surtout sous Goethals, qu'il faisait l'équipe, qu'il s'imposait. Toi, avec toi, comment ça se passait? Ben moi, on va dire que c'était le début, quoi, de Bernard Tapie sur le banc. Donc, comme c'est quelqu'un de très intelligent, il cherchait à comprendre. Il cherchait à comprendre les choix, quoi. Donc, la grande qualité dans le rapport de travail qu'on avait, c'est qu'il questionnait pour savoir pourquoi je faisais ça, quoi. Et c'est-à-dire, ça me mettait, moi, dans l'obligation de réfléchir pourquoi je le faisais aussi, comment le convaincre, quoi. C'est vrai que Gérard, pour recruter Boly, il a demandé à Papin quel défenseur t'a fait le plus la misère. Ouais, mais c'est... Ou c'est une légende marseillaise? Non, mais c'est... Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, mais ça correspond à ce qu'il est vraiment, quoi. Il y a rien, qu'est-ce qu'il y a de plus efficace que de demander à son propre avant-centre quel est le défenseur le plus difficile contre lequel il joue en championnat. Je veux dire, à partir du moment où le défenseur, votre attaquant vous dit celui qui me marque le plus efficacement, le plus difficile, c'est Boly, de suite, Boly est sur les tablettes. Hein. Parce que Boly Papin, sous ton époque, quand il jouait à Auxerre, c'était chaud. Hein. Oui. Il prenait de sacrés tampons. Hein. Oui, et puis Papin faisait créait beaucoup de soucis à Boly, parce qu'il allait très vite, Papin, et puis il se déplaçait très bien. Donc Boly, de temps en temps, il était un peu perdu, quoi. D'ailleurs, le match du titre contre Auxerre, il y a eu Paris, mais il y a eu Auxerre. Oui, Boly a dit qu'il avait fait une dépression quand Papin, tu sais, il élimine et qu'il marque. Il avait très mal vécu pendant de longues semaines, de son propre aveu. Mais bon, je veux dire, on avait réussi à les avoir tous les deux, quoi. Donc, parce que Boly, au début, c'était un peu la méthode auxerroise, quoi. Marquage individuel partout, tout ça. Il a fallu, pour les techniciens qui écoutent un peu l'émission, là, il a fallu le faire changer de ses habitudes de marquage individuel au marquage de zone. C'est-à-dire lâcher l'adversaire, le reprendre. C'était l'école Giroud, ça, avec à l'époque, il y avait Prunier, je me souviens. Tu prenais un gars, un pour un, puis on ne le lâchait pas, quoi. Alors, parmi tous les joueurs talentueux que tu as eus, certains sont devenus des grands noms du football français. Je pense notamment à Didier Deschamps, que toi, tu as eu tout jeune, il venait de Nantes, il avait, je crois, 19, 20 ans, 21 ans. Oui, on avait pris pour étoffer notre bande de touche, parce qu'on partait pour la Coupe à l'époque, c'est la Coupe des clubs champions. Ouais. Donc il nous fallait un banc de touche plus important en qualité. Et on avait pris Didier Deschamps à Nantes, une vingtaine d'années, là, qui était déjà capitaine de Nantes d'ailleurs. Qui avait coûté déjà assez cher à l'époque. Oui. Donc on avait... Une vingtaine de millions de francs. On avait pris, il est évident que Didier est arrivé à Marseille. Bon, il y avait Jean Tigana, donc il jouait pas tous les matchs, il était remplaçant. Bon, on sentait que ça pouvait se faire qu'un moment, ça. Parce que c'était un joueur qui était plein de qualité, qui allait exploser, c'était évident. Et on ne pouvait pas le garder en permanence sur le banc. Donc à un moment donné, il y a eu un accord, il a été prêté à Bordeaux. À Bordeaux, et puis Tapie n'en veut plus. Et il dit lui-même que c'est lui qui a convaincu Tapie de revenir. Enfin, c'est ce que lui a dit. Oui. Il a dû avoir une discussion, mais moi, la même année, en septembre, je quitte Marseille. Et le hasard fait que je vais à Bordeaux pour entraîner Bordeaux.
et je retrouve Didier Deschamps. Et Didier Deschamps est de septembre jusqu'au mois de mai est mon capitaine à Bordeaux. Il fait une très bonne saison avec un investissement total. Et Tapi, logiquement, j'aurais pas compris le contraire, me passe un coup de fil en fin de saison en me demandant quelle a été la saison de Didier Deschamps, quoi. Et là, je lui dis, il a fait une très très bonne saison, tout ça. C'est-à-dire que même en étant plus à l'OM, Tapi t'appelait pour te demander ton avis, c'est génial. Oui, pour un joueur, comme il a appelé certains partenaires de Didier Deschamps pour savoir comment il était, voilà. Et Didier Deschamps qui a dû aussi, quand il dit j'ai convaincu Tapi, il a dû dire à Tapi, ça y est, je suis prêt maintenant à jouer à Marseille. Donc Tapi a dit bon, et puis Didier Deschamps gagne là. Oui, parce qu'en plus l'équipe de l'OM de l'époque, c'est pas l'OM de maintenant. Ouais. Alors justement, il t'a retrouvé à Bordeaux, Didier Deschamps, parce que toi tu étais parti de l'OM, parce que t'es arrivé un certain Franz Beckenbauer, et c'était à l'époque où Tapi avait racheté Adidas. Beckenbauer avait gagné la Coupe du Monde avec la RFA, parce qu'à l'époque ça s'appelait la RFA, l'ancienne Allemagne. Et toi, tu étais l'entraîneur principal. Alors, c'était quoi exactement? Moi, j'étais gamin, j'avais 12 ans. Ils voulaient te mettre Beckenbauer dans les pattes. Toi, tu n'as pas voulu. C'était quoi, en fait, le truc? Ben, c'est suite à la main de Vata. Ouais. Ça se passe juste la saison précédente. Tapi fait que le constat qu'en fait, Marseille, sur le plan des instances européennes, ne compte pas beaucoup, quoi. Ouais, Marseille manque de prestige. Là où il sort cette fameuse phrase qu'on lui a beaucoup reproché, je sais comment gagner un match. Donc, manque de prestige. Et dans ces affaires-là, il y a Adidas et Beckenbauer qui était représentant et ambassadeur d'Adidas aussi, fait partie du lot, quoi. Donc la troisième saison commence pour moi. Et puis au mois de août-septembre arrive Franz Beckenbauer, mais on a déjà fait 7 ou 8 matchs, quoi. Et on est déjà premier avec 5-6 points d'avance, c'est-à-dire on part sur un troisième titre, quoi. L'équipe est invaincue, tout fonctionne bien. Mais Tapi me fait rencontrer Beckenbauer. Bon, je veux dire, c'est le président, il a le droit d'avoir une autre optique des choses, d'avoir un autre objectif avec d'autres hommes, quoi. Mais ça se passe correctement, c'est-à-dire Beckenbauer arrive, je vais l'accueillir, mais si dans les 15 jours, je pense que ma place n'est plus à Marseille, je suis libre de partir. Tu ne voulais pas être à me faire valoir et c'est pour ça que tu es parti. C'est pas ça, ça pouvait créer une mauvaise situation pour tous, quoi. Pour le club, si je reste au club, si les résultats ne sont pas là, c'est-à-dire immédiatement, on va dire, il faut remettre peut-être Gilly, ça crée un problème. Les affinités que je pouvais avoir avec les joueurs, puisqu'on avait déjà entamé une troisième saison, pouvaient déboucher sur des malentendus pour Beckenbauer qui arrivait. Moi, je ne savais pas quel était véritablement mon rôle, puisqu'il arrivait avec un adjoint. Oziek. Donc j'étais là, je me disais, mais... Et puis bon, vous savez, à un certain moment, vous vous dites, bon, l'histoire est terminée pour moi, quoi. J'ai fait un morceau d'histoire avec l'OM, et puis il vaut mieux l'arrêter comme ça que de rester aigri, puis de faire penser qu'on est derrière, à tirer les ficelles pour prendre une place, tout ça. Non, je pense qu'il faut être clair. C'est pas dans ton tempérament, Gérard, pour ceux qui te connaissent. Il faut être clair. Et alors cette équipe, moi je me souviens très bien, cette époque-là, j'avais 12 ans. Donc toi tu es premier vaincu, donc tu pars la tête haute et en plus la place propre. Et premier match, l'OM au Stade de Rome, OM Cannes, 1-0, coup franc de Mlinaric, je me rappelle encore. Ouais. Il marque. Tu connais bien tes classiques. Je me rappelle, j'ai pas étudié à l'école, mais j'ai étudié le football. Mlinaric qui marque, et les supporters, Gilly. Je ne vais pas te demander si tu t'en souviens, mais... Ben, j'étais chez moi, je n'étais pas venu au stade. Hein. Mais effectivement, on m'avait rapporté que ça avait été un début difficile. Et quelquefois, bon, les circonstances sont inimaginables, quoi.
pour Beckenbauer qui arrive, le premier match, en plus contre Kahn, qui était quand même pas un grand ténor, quoi. Où jouait un certain Zinedine Zidane, qui faisait ses débuts. Qui commençait. Ouais. Et donc voilà, bon après, puis on s'aperçoit qu'en fait, Beckenbauer restait 3 mois, quoi. Ouais. C'était pas... On rappelle d'une défaite à Auxerre 4-0, avec un certain Enzo Schifo à l'époque. Non, mais il était sélectionneur. Il avait gagné la Coupe du Monde comme sélectionneur. Sélectionneur, je l'ai été aussi, c'est notre métier. C'est autre chose. Ouais. C'est complètement différent. Lui, il était sélectionneur. Il n'était pas entraîneur de club qui nécessite tous les matins de se mettre en survêtement, de réviser ses exercices, d'avoir tous les matins des discours avec des joueurs qui ont des petits problèmes entre eux ou des problèmes, voilà. Puis il y a la barrière de la langue aussi, Gérard. Oui, aussi. C'est un handicap. Et c'est un autre métier. Et là, il avait pris un sélectionneur au poste d'entraîneur. Et je lui avais dit, je crois que c'est pas forcément le bon profil pour un club. Et au bout de 3 mois, il était parti. Et tu as eu raison. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait amusé à l'époque, moi j'étais gamin, c'est qu'il y avait une grève des joueurs pour soutenir Tapi qui devait être suspendu. Et c'était avant un match Bordeaux-OM, à Bordeaux à l'Escure. Et tu étais toi venu parler aux joueurs pour leur dire de jouer le match, si ma mémoire est bonne. Il y avait eu, c'était tous tes anciens joueurs. Ça montrait déjà que même en étant parti, tu avais gardé plus que de l'affection et de la sympathie. Oui, non, mais tout le monde sait mon attachement pour Marseille et pour l'OM. Hein, donc, après, on est quelquefois par obligation. Enfin, c'est pas tout le monde, Gérard, qui peut revenir dans son... Je vois mal, par exemple, Garcia revenir à l'OM et dire aux joueurs vous jouez contre... Voilà. Bon, c'est pas donné à tout le monde. Chacun a un caractère. Après, selon le caractère, on a de l'empathie avec les gens ou on n'en a pas, quoi. En plus, à l'époque, Bordeaux, c'était quand même l'ennemi numéro 1 de l'OM à l'époque. C'était Claude Besse. Je reconnais que quand je suis parti à Marseille, ma famille qui est marseillaise et tout, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux développés comme aujourd'hui, mais ils en ont entendu, quoi. Je partais chez l'ennemi, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était en plus l'antagonisme entre Claude Besse et Bernard Tapie. C'était la guerre entre les deux. L'arrivée de Claude Besse en Cadillac au Stade Vaudron. Mais quand j'ai annoncé à Tapie que je partais, il a compris de suite, parce qu'à ce moment-là, en plus, Besse écartait Goethals à Bordeaux, à 2 jours près, quoi. Donc il a fait le rapprochement. Et vous avez fait les chaises... Vous vous rendez compte? Et Goethals est venu à Marseille, moi je suis parti à Bordeaux. Et bon, Tapie, partir dans un autre club, à la limite, ça ne le dérangeait pas, quoi, si je partais. Mais Bordeaux, c'était... c'était compliqué, hein, c'était... Alors, je rappelle quand même ton palmarès, champion de France en 89 et 90 avec l'OM. La Coupe de France, tu es aujourd'hui encore en 2021 le dernier entraîneur à l'avoir gagné avec l'Olympique de Marseille. Et puis, tu as été élu entraîneur français de l'année par le magazine France Football en 89. Tu as été sélectionneur de l'équipe d'Égypte et de la sélection olympique de la Côte d'Ivoire. Et de l'équipe A aussi, Côte d'Ivoire. Et de l'équipe A. Donc, un très beau parcours. Ton plus beau souvenir, Gérard, comme coach, c'est quoi? Je vais vous dire les victoires. Hein. Mais le plus beau souvenir, c'est le premier titre, le doublé. Le doublé parce que... En 89. Ouais, on n'était pas forcément programmé pour ça, quoi. On n'avait pas... En 90, quand on démarre le championnat, avec l'équipe qu'il y a, si on n'est pas champion, c'est qu'il faut faire de grosses erreurs. Mais en 88-89, faire la saison du doublé comme ça, avec une équipe, quand on regarde l'équipe, il y avait de bons joueurs, mais il n'y avait pas que des joueurs exceptionnels. Non, il y avait des Pascal Gastien, des Eric Murat, des joueurs moyens, on va dire. Voilà. Et donc réussir ça, c'était extraordinaire. Et aussi, les gens en parlent peu parce que c'est un peu au deuxième plan, quoi. C'est la montée. En 95-96, parce que là, je veux dire, on va dire 88, 89, 89, 90, c'est un peu Marseille se porte bien, c'est la cerise sur le gâteau, le club est fort. Si c'est pas Gilly, ça sera un autre. Mais voilà. Mais 95-96, la saison est très difficile.
Le club appartient à la SAS Mairie de Marseille. Ouais. On est l'OM, on a des joueurs vieillissants et on doit aller se coltiner tous les week-ends le match de l'année pour les autres équipes, à Blénaud, des trucs comme ça. Saint-Brieuc, et ça, Laval. et c'est long, la saison est longue. Et à l'arrivée, de faire remonter Marseille à nouveau à son niveau en D1, pour moi, c'est un grand souvenir et affectivement par rapport aux joueurs que j'ai connus, quoi. Marcel Dib, Casoni, Ferrer, et j'en oublie d'autres, Cascarino, et j'en oublie d'autres. Avec ces joueurs-là, réussir ce challenge-là, à l'âge et la motivation qu'ils avaient, c'était exceptionnel. Et on a une pensée aussi pour Didier Wakuboué qui nous a, comme tu le sais, qui nous a quittés. Alors, tu as fait une très belle transition, j'allais en parler, puisque bien sûr, il y a eu des titres de champion, hein, donc je rappelle 89-90, plus le doublé en 89 avec la Coupe de France. Mais, et ça je le dis pour les jeunes qui nous écoutent, toi tu ne le diras pas par modestie, je vais le dire pour toi, tu as sauvé le club. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, on est en pleine affaire au MVA, on est rétrogradé. La première année, on ne monte pas, on termine champion, on ne monte pas. La deuxième année, ça se passe très mal, le début de championnat. Donc au début, il y avait, je crois que c'était Peruzovic ou je ne me rappelle plus. Et puis toi, tu arrives à la rescousse, tu t'appuies sur des guerriers expérimentés comme Djib, Casoni, Durand, et puis des petits jeunes comme Amada Jambé, comme Wakuboué, Spinozzi, Alonso qui était le goal. Ouais, puis il y a Chouafny qui débute. Et Chouafny, et tu montes Tony Cascarino, l'Irlandais, qui marquait but sur but. Et tu fais monter le club, et c'était important parce que si on ne montait pas cette année, c'était très compliqué. Et il y avait eu des problèmes en début de saison avec les supporters déjà à l'époque. Non, mais je me souviens, l'équipe, quand on m'a contacté, c'était en septembre. L'équipe était 14e et je veux dire, il y avait d'énormes problèmes. Alors, l'entraîneur, c'était Stambouli. Henri Stambouli, ouais. Et là, quand on me demande... Avec Peruzovic, je crois. Oui, l'année d'avant, ils avaient travaillé ensemble et peut-être ils avaient démarré la saison ensemble aussi. Ouais. Mais quand la mairie me téléphone, puisque c'est la mairie qui me téléphone un soir, me dit... oui, c'était Jean-Claude Gaudin, le président de l'OM à l'époque. À l'époque, c'est Renaud Muselier qui m'appelle. Le soir tard aussi, je suis abonné au coup de fil tard, quoi. Il me dit, il faut que tu reprennes, si tu es d'accord, il faut reprendre l'équipe. Donc, j'ai dit à Renaud, je veux 48 heures de réflexion, quoi. Il faut que je rencontre les cadres. Donc Renaud Muselier, c'est actuellement le président de la région sud. Et donc je rencontre, à l'époque, il était premier adjoint de Jean-Claude Gaudin. J'organise un repas avec Marcel Dib et Bernard Casoni. Et puis je leur dis, voilà, on m'a proposé de reprendre l'équipe. Et là, les deux me disent, écoute, ne viens pas là-dedans. Ne te mets pas là-dedans, ça peut pas fonctionner. Bon, mais je leur dis, mais écoutez, pourquoi ça ne peut pas fonctionner? J'ai dit, quel âge vous avez? 34, 35 ans. J'ai dit, vous voulez terminer votre carrière à 34 ans, 35 ans, comme ça? C'est-à-dire tu les as piqués au vif. En laissant tout filer comme ça. Vous allez arrêter votre carrière à Marseille, comme ça, dans l'anonymat. J'ai dit, moi, je vous propose autre chose. On relève le défi et on met carte sur table. On dit, vous me dites quels sont les problèmes que vous avez, vous, à l'intérieur du club, et je vous dis ce qu'on peut essayer de faire. Alors, le problème, c'était toujours, à cette époque-là, c'était un problème entre deux générations. Les jeunes, les marqués, les anciens et les jeunes. Et ces deux générations, en fait, les anciens reprochaient aux jeunes de ne pas assez s'entraîner, de ne pas être professionnels, et les jeunes reprochaient aux anciens de les traumatiser. Donc, j'ai dit, on peut discuter ensemble, reconstituer un véritable groupe, se donner un objectif commun, et puis y aller, quoi. Ça, c'est ton côté pédagogue, Gérard, que tu as toujours eu dans toute ta carrière. Mais je veux dire, ça m'apparaissait le bon sens. Et à la fin du repas, alors qu'au début, il m'avait dit non, il n'y a rien à faire, à la fin du repas, on se tape dans la main, et puis on dit, et on y va. Et le résultat final, je m'en souviens toujours, c'est quand on joue ici le dernier match, quoi. Contre Sochaux. Sochaux, et on gagne, je crois, 4-1 ou 4-0.
Et là, je fais sortir Marcel Dib et Bernard Casoni 5 minutes avant la fin. Une standing ovation. Pour l'ovation du stade. Rappelle. Et là, bon, ça y est, là, le truc est gagné, quoi. Et le stade à l'époque était en travaux pour la Coupe du Monde. 98. Ouais. Il y avait Manu Amoras aussi qui était revenu finir sa carrière. Manu, mais qui avait des soucis de genoux. Ouais. Cette époque-là, lui aussi, ça a été un joueur phénoménal, quoi. Et donc on est en 96, tu fais remonter le club en Ligue 1, et c'est là qu'arrive après Robert Louis Dreyfus. Tu fais une saison à l'Olympique de Marseille, et puis après... Une saison difficile, ouais. parce que une saison difficile, peu de moyens, parce que l'équipe des deux qui étaient montée, il y avait beaucoup de joueurs qui s'arrêtaient. Ah oui. À l'âge, beaucoup de jeunes totalement inexpérimentés, qui n'avaient pas forcément les qualités pour jouer en Ligue 1. Et puis, nous, on était toujours Marseille, en fait. On remontait, mais on était Marseille, quoi. Donc, il y avait une exigence. C'est-à-dire, tous les clubs là, faisaient le match de l'année encore. Donc, c'était la difficulté. Et puis, il est arrivé un nouveau président, qui a eu le droit, que je ne conteste absolument pas, d'amener son équipe, quoi. Qui ne restera pas dans les annales, Jean-Michel Roussier d'ailleurs. À l'époque, il arrive Andreas Kopke, qui est champion avec l'Allemagne, qui gagne l'Euro de 96, pardon. Jordan Leshkov, qui fait un Euro, un Bulgare, international bulgare, extraordinaire. Xavier Gravelaine, qui enfilait but sur but à Caen et à Paris. Et Pedros. Et Reynal Pedros, plus Pedros qui était l'éternel... C'était le Ben Arfa de l'époque, qui avait un potentiel. Mais il y avait, je me rappelle, 2 Italiens, Malucci, Franceschini, qui jouaient, qui avaient été prêtés par Parme, et qui avaient été impies de... Non, qui étaient arrivés au dernier moment. Ouais. C'est-à-dire, il arrive le dernier jour du recrutement, il s'entraîne avec nous, et puis à l'entraînement, il n'est pas très convaincant, quoi. Et donc, je me souviens avoir dit à Roussier... on ne le garde pas, quoi. Et Roussier m'a dit, c'est lui ou personne d'autre. On n'a pas le choix. C'est lui, et il nous est prêté, on n'a pas d'argent. C'est lui ou personne d'autre, sinon... Pourtant, il dit on n'a pas d'argent, mais c'était l'époque où Dreyfus il arrivait. Pas encore, où Dreyfus est véritablement arrivé... un peu plus tard. Saison, en cours de saison d'après, quoi. Gérard, merci beaucoup. Merci à vous de ce moment. Qu'est-ce que c'est plaisant de parler football avec toi. Merci beaucoup. Je te remercie au nom de tous les supporters marseillais que tu as fait rêver avec ces générations. Ils sont un peu âgés maintenant, mais bon. Hein? Ils sont un peu âgés, mais bon. Ouais, mais quand même, je veux dire, surtout, franchement, quand... je sais qu'on dit qu'il ne faut pas être nostalgique, mais quand tu vois l'OM actuel, quoi, je veux dire, voilà. Mais bon, tu nous as apporté du rêve. Moi, j'étais gamin, j'avais 11-12 ans à l'époque où tu entraînais à l'OM, et j'en garde que des bons souvenirs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pourquoi pas te revoir à un rôle important à l'Olympique de Marseille. Ça à la formation ou... Déjà être spectateur et pas être médisant sur ce qui se fait, il faut de la patience. Et je pense que... Tu n'as jamais été médisant, toi. Tu as toujours été quand même assez objectif. Ça ne sert à rien, Omar. Ouais. Toujours essayer de rester... Je connais la difficulté de la tâche et je sais qu'on peut se tromper, on a aussi quelquefois le droit de se tromper, mais c'est vraiment très très délicat de prendre chaque fois les bonnes décisions, quoi. Donc il faut respecter le travail des autres aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci tous les Marseillais, tous les supporters de l'OM. Bravo pour ton émission. Merci beaucoup. Un honneur de t'avoir reçu. Voilà, c'était la 10e de Marseille en parle avec comme invité, un méga invité, Gérard Gilly. Et oui, quand on a été et qu'on est toujours fan, qu'on reçoit quelqu'un dont on a été fan, ben, ça fait plaisir. On a encore une pensée pour Pape Diouf, un an aujourd'hui, pensée pour Karim, son fils, pour ça, toute la famille. Et on espère, et moi je militerai et me battrai dans ce sens, pour qu'un hommage digne de ce nom lui soit rendu, car il mérite. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. N'hésitez pas à liker la page de Boumedia, à partager la page de Boumedia sur Facebook, sur YouTube. Merci à Rafik qui a réalisé toute cette émission. Merci à Boumedia qui nous permet de pouvoir chaque semaine recevoir des invités de qualité dans un plateau magnifique. Et à la semaine prochaine.